mort, au bout du petit matin. Le corps était celui d'un homme noir, de teint clair. Il était couché sur son flanc, en chien de fusil, inerte sur un tapis fait de carton d'emballage, au pas d'une des villas cossues face au Parlement. Il donnait l'impression d'un œil tristement fermé, sous le voile de l'épais brouillard qui, en cette froide aube naissante, couvrait la haute ville de son blanchâtre manteau de brume océane. Debout, il devait être de haute stature. Le smoking bien coupé mais atrocement défraîchi qui le revêtait laissait deviner qu'il avait connu des jours et des soirées plus heureux. Il devait être naguère très élégant et soucieux de sa mise. Des habitués des nuits chaudes de Macobar qui passaient régulièrement par là, au petit matin, pour regagner leur pénate, l'avaient reconnu. La plupart le connaissaient, moins par son patronyme authentique, Amari Kanté, que par son nom de guerre, El Gozador. Le jouisseur, autrement dit. Il s'était, en ces temps de gloire, taillé la réputation d'un bon viveur, d'une prodigalité sans limite. Les gens s'étonnaient de le voir, de l'aube au coucher du soleil, et bien plus tard, dans les parages de la place Sherazade, devant le palais du peuple. Comme s'il en faisait le siège. Ce matin était le 180e depuis qu'il avait définitivement pris la Sécartier. Avec le temps, il avait fini par se fondre dans la masse anonyme des mendiants et autres errants qui avaient élu domicile dans les places publiques et sur les trottoirs crasseux du cœur de la capitale, sous le regard désabusé puis blasé des passants. Dans les premiers moments, Amari venait tôt le matin s'asseoir à l'ombre d'un des luxuriants cordias en fleurs surplombant le muret en pierre de taille surmonté d'une grille peinte à la couleur orange du Parti pour l'unité du peuple au pouvoir. Il constituait une des nombreuses barrières entre le peuple et ses élus. De temps à autre, quasiment toutes les heures, il se levait pour faire les 100 pas entre le grand portail du Parlement et l'entrée du musée colonial, de part et d'autre de l'avenue de la Liberté. À la tombée du jour, il rentrait à la maison, quelques encablures plus bas, sur la Riviera. Par la suite, il s'était éloigné de la devanture immédiate du Parlement. Mais il n'avait pas quitté les lieux. Il s'était replié sur le trottoir d'en face. Il y passait la journée, puis la nuit. On le vit alors, tôt le matin, faire sa toilette au point d'eau que les préposés à l'entretien de la place Sherazade activaient pour arroser son parterre et dépoussiérer Guigla et Félix, une statue figurant, bras dessus bras dessous, deux soldats noirs et blancs, tenant haut vers le ciel une calebasse remplie de fleurs et de fruits. On disait qu'elle symbolisait la fraternité à construire et vivifier entre l'Afrique et l'Europe, au sortir des terreurs et angoisses de la longue nuit coloniale. Dans le contexte de la souveraineté nationale recouvrée une dizaine d'années plus tôt, les symboles et les discours faisaient encore espérer l'avènement d'une nouvelle ère de coopération mutuellement enrichissante entre l'Occident et l'Afrique, dans la concorde et la paix. Amari lui avait cessé d'être en paix avec lui-même. Il n'était plus lui-même. Il n'existait plus. Il avait commencé à perdre pied et la raison, à l'entame de son 3e mois de bivouac, quand il cessa subitement de rentrer le soir chez lui, ou plutôt chez Aïcha Diaga, sa belle et plantureuse concubine. Il n'avait jamais vécu dans une maison lui appartenant. L'insouciant bon vivant qu'il fut avait snobé la coopérative d'habitat de l'époque qui avait ouvert les voies de la propriété bâtie à quasiment tous ses anciens confrères du quotidien national du Muntoulan. Jugeant trop en dessous de son standing les maisons et maisonnettes qu'ils avaient pu s'offrir avec leurs maigres économies, à Héliopolis dans la proche banlieue de Macobar, il avait continué à vivre en locataire dans son chic mais coûteux appartement de l'avenue de la Joie, pas loin de la place des grands hommes. Son salaire de directeur artistique le lui permettait, d'autant qu'il pouvait alors grassement l'arrondir avec ses extras. Il était en effet régulièrement sollicité et fort bien payé pour ses talents avérés de graphiste par les promoteurs de magazines mondains, de journaux informatifs, partisans ou d'influence, qui se bousculaient dans un paysage médiatique abruptement ouvert à toutes les initiatives, quels que fussent leurs intérêts ou leur sensibilité politique. Amari avait par la suite accepté d'emménager chez Aïcha, dans son logement de fonction sur la Riviera, dans un immeuble résidentiel avec vue sur l'immensité marine. Ce vaste et luxueux meublé lui avait été officiellement attribué, plus en récompense de ses qualités d'entremetteuse discrètement pourvoyeuse de chair fraîche et tendre à certains pontes de la République,
que pour les services qu'elle rendait professionnellement, à son titre pompeux de cadre administratif de classe exceptionnelle. Le sémillant jeune premier avait tapé dans l'œil d'Aïcha le soir où leurs chemins s'étaient croisés, pour la première fois, au hasard de leur pérégrination nocturne dans le microcosme des invétérés fêtards macobarais. La maquerelle de luxe fut comme envoûtée par le charme viril de l'homme. Elle n'en avait pas moins été subjuguée par les signes extérieurs de richesse et d'aisance dont il faisait largement étalage, surtout quand il était en bonne et galante compagnie. Il était toujours tiré à 4 épingles, en tenue européenne ou muntoulandaise selon le jour, un cigare souvent coincé entre ses dents blanches rehaussées par un sourire charmeur qui ne quittait jamais ses lèvres. Il dépensait sans compter pour son plaisir et celui des autres, en afterwork dans les cafés sélects où il commençait sa tournée vespérale des Grands-Ducs et dans les boîtes de nuit les plus huppées de la capitale où il la terminait toujours, très tard. En réalité, Aïcha n'avait mis le grappin sur lui que pour tirer le meilleur parti de l'argent qu'il faisait pleuvoir sans retenue sur son petit monde, en contrepartie des plaisirs de la chair qu'elle lui offrait généreusement, en plus du gîte et du couvert. Pour avoir le contrôle absolu sur Amari qu'il présentait partout comme son époux chéri, elle ne l'avait plus quitté d'une semelle, depuis leur union pour le meilleur, sauf si elle était prise ailleurs. Il lui servait de paravent social. Et le semblant de statut matrimonial qu'il lui avait conféré avait grandement rehaussé sa dignité et son honorabilité de femme parmi les mondaines les plus en vue. Quelque temps après qu'ils se fussent mis ensemble, 9 mois très exactement avant ce qui allait être les premières vraies élections démocratiques de l'histoire du Muntouland, Amari Kanté fut approché par des visiteurs du soir, à l'instar d'autres éléments de la presse. Leur mission était de débaucher d'un peu partout des valeurs sûres. C'était pour la constitution d'une rédaction complète et immédiatement d'attaque pour Agora Libre, le quotidien du soir dont Nyangor Souma, le leader charismatique du Rassemblement africain des démocrates indépendants, voulait se servir comme tremplin médiatique dans sa course au pouvoir suprême. On lui fit miroiter moult avantages dont le doublement du salaire qu'il percevait à l'époque, le quotidien gouvernemental, une ville à grand standing, un véhicule de service. La seule condition à laquelle il devait souscrire était d'être exclusivement au service de son nouvel employeur, en cas d'acceptation de son offre. Amari avait d'emblée répondu par une fin de non-recevoir à ses démarcheurs. Il craignait de lâcher la proie pour l'ombre. Il avait franchement peur de quitter le confort de l'époque et de laisser à d'autres tout le fromage que lui procuraient ses prestations extérieures, même s'il trouvait les promesses qui lui étaient faites fort alléchantes. De fait, il n'avait jamais eu grande confiance aux politiciens, de quelque bord qu'ils fussent. Mais Aïcha Diaga fit tout pour le convaincre d'aller se mettre au service de Nyangor Souma que tous les sondages qui circulaient alors sous le manteau donnaient gagnant contre Fabien Dongo, l'affable président sortant. La légitimité de celui-ci était régulièrement remise en cause par l'opposition, alors qu'une crise économique persistante ruinait la crédibilité de son régime. En plus, lui avait-elle susurré, le président du Radi était aussi généreux qu'il était immensément riche et qu'il n'y avait l'ombre d'un doute que son journal continuerait de plus belle si, malgré tous ses formidables atouts, il n'accédait pas au pouvoir du premier coup. Aïcha avait travaillé à Marie au corps et d'autant plus réussi à l'influencer, qu'outre un fort ascendant sur lui, elle-même était persuadée que Nyangor Souma allait immanquablement devenir le 3e président de la République du Muntouland indépendant. Habituée, par nature et par intérêt, à se donner au plus offrant, elle avait déjà officieusement changé de camp. Elle était devenue une taupe parmi de nombreux autres qui, au sein du PUP et dans les hautes sphères de l'État, travaillaient pour le compte de Nyangor, en attendant de jouir des retombées positives promises en contrepartie de leur engagement, en pleine lumière, une fois le jour de gloire arrivé. Pour Aïcha, cela signifiait plein de juteux marchés publics qui allaient lui être attribués de façon discrétionnaire avec, comme cerise sur le gâteau, le fauteuil d'un grand ministère, celui des femmes et de l'action sociale. Le rêve d'une vie opulente et paradisiaque. Le journal Agora Libre avait été lancé en grande pompe, à son siège, dans ses locaux pris en bail au 2e étage d'un immeuble flambant neuf sur l'avenue de l'Espoir. Les petits plats avaient été mis dans les grands. Champagne, petits fours et méchouilles à volonté.
Ils furent nombreux à ce rendez-vous, qui parce que c'était une fête dont il fallait goulûme profiter sans a priori comme tout bon rat de cocktail qui se respecte, qui parce qu'il fallait saisir l'occasion pour faire acte d'allégeance dans l'espoir d'entrer dans le premier cercle des hommes et femmes du président, comme on l'appelait déjà, qui pour les besoins du renseignement. Le premier numéro du journal fit sensation. Tiré à des dizaines de milliers d'exemplaires proposés à la criée à la sortie des bureaux, des usines, des commerces, de l'université Kwame Nkrumah et des écoles, il s'était vendu comme de petits pains, de chauds et croustillants petits pains. Il en fut encore et encore ainsi, les jours et les semaines d'après. Les journalistes étaient abondamment renseignés sur les dessous-salles du régime à abattre. Ils ne se privaient point de leur bon plaisir d'en étaler dans le journal, à longueur de colonnes, agrémentant leurs articles de commentaires bien sentis, plutôt inspirés par l'esprit et la main qui les commanditait et orientait. Pour le reste, le président et son équipe avaient la part belle. Ils étaient présentés, décrits et racontés, dans leurs compétences, faits et gestes, quasiment comme le Messie et ses apôtres. Et Amari, fidèle à lui-même, réussissait des prouesses dans la valorisation infographique et la mise en page des textes et illustrations confiés à son expertise, en faisant contraster la lumière et l'espoir qu'étaient censés incarner les prétendants au pouvoir et la sinistrose affublée à ceux qui l'avaient en main. Des mois durant, Agora Libre continua ainsi à défrayer quotidiennement la chronique par des révélations et critiques qui désemparaient toute la classe politique régnante. Sa virulence atteint le summum durant la campagne électorale. Les citadins qui se l'arrachaient toutes les après-midi étaient, à ce stade, largement certains que c'était l'arme fatale, le plus qui allait immanquablement peser sur la balance électorale en faveur de Nyangor Souma. À la veille des consultations, les sondages occultes avaient affiné leurs projections et l'avaient donné vainqueur avec pas moins de 60% des intentions de vote. Le verdict des urnes tomba, comme une douche froide, sur Nyangor. Accrédité par les chaînes de radio qui, de la fermeture des bureaux de vote jusque très tard dans la nuit, avaient relayé sur leurs antennes tous les résultats ressortis des procès-verbaux des commissions, sa défaite était indéniable. Le président avait été battu à plate couture par Fabien Dongo qui, au pouvoir depuis à peine 3 ans, le temps d'un intérim contesté, s'était présenté pour y rester, plus légitimement, et perpétuer l'héritage de son prédécesseur et père spirituel, le charismatique Dino Malongo. À l'âge de 80 ans, il s'était librement déchargé de la charge présidentielle pour retourner dans son terroir, s'adonner à ses passions de toujours, la poésie et la musique. Il n'y avait accepté d'autre dignité que celle de chef de son village originel, parce qu'un devoir traditionnel de succession la lui imposait. Le peuple n'était pas uniquement celui de la capitale et de certaines grandes villes qui avaient porté au nu Nyangor, mais beaucoup plus celui des campagnes et du pays profond. Atavique et conservateur, peu porté sur les ruptures brutales, il avait massivement voté pour la continuité. Le président semblait ne l'avoir pas compris. Il avait plutôt refusé d'accepter les raisons profondes de ce premier rejet dont il ne méconnaissait aucunement le substrat historique. Il était d'extraction rurale, originaire d'un ancien royaume où jadis, dans aucune de ces 4 provinces constitutives, un de ses ancêtres ne pouvait et ne devait être roi à la place du roi, mais uniquement grand électeur faiseur de roi, sinon ce serait heure et malheur, durant tout un règne, selon une tradition et des croyances qui résistaient au temps et à la modernité. Il ne l'ignorait point. Il savait que sa candidature ne pouvait pas passer comme lettre à la poste dans ces vastes contrées qui concentraient le plus gros de l'électorat muntoulandais. Éminent intellectuel et redoutable stratège politique et bretteur hors pair, il s'était engagé dans une bataille qu'il savait de longue haleine. Son issue passait nécessairement par le bris des verrous d'un autre âge qui obstruait sa marche vers le sacre républicain. Aussi, excitant à dessein les frustrations et les mécontentements encore diffus mais réels au sein des populations urbaines, il cria à la fraude à grande échelle. Il fit mettre Macobar à feu et à sang, pendant les 15 jours qui suivirent la proclamation officielle des résultats des élections. Il avait, de la sorte, obligé les autorités à décréter l'état d'urgence et à imposer le couvre-feu sur la capitale et sa banlieue proche et lointaine, du coucher du soleil à l'aube.
La situation se normalisa par la suite. Le président élu put finalement prêter serment dans la sobriété, au palais de la République. Parmi ses amis et compagnons de la première heure, il choisit comme Premier ministre Gary Labou. Il avait de suite formé un cabinet de 20 ministres tous issus du PUP, un gouvernement de changement dans la continuité pour le bonheur du peuple, ainsi que des commentateurs autorisés parmi les plus zélés de l'omniprésent office de radiodiffusion et de télévision du Muntouland l'avaient qualifié. Les 200 députés que le peuple s'était choisis purent finalement rejoindre les bancs de l'hémicycle. La part du lion était évidemment revenue au PUP avec ses 170 représentants. Il s'était taillé une large majorité qui allait permettre à l'exécutif de faire adopter par l'Assemblée nationale tous ses projets de loi et réformes, le contre-pouvoir parlementaire ayant été réduit à sa plus simple expression. De l'opposition disparate, ce fut le radis de Nyangor Souma qui s'en était le mieux sorti, avec, à la clé, 20 députés. Ce qui était largement suffisant pour la constitution d'un groupe parlementaire. Nyangor en fut tout naturellement porté à la tête. Mais cet os à ronger, nonobstant tous les honneurs et avantages qui s'y rattachaient, ne faisait aucunement son bonheur. Il ne se voyait d'autre dessein que celui d'occuper le sommet, la présidence de la République muntoulandaise, quitte à marcher sur des cadavres. La rédaction d'Agora Libre était restée au taquet. Mais l'effet choc de son innovation éditoriale s'était estompé. Et la sérénité était revenue après les vives tensions électorales et post-électorales. En conséquence, le journal ne se vendait plus comme avant. Il perdait même du terrain face à la concurrence de nouveaux titres bourgeonnant à ses flancs. Ils étaient aussi incisifs et mordants que lui, sinon plus encore, surtout qu'il commençait à ronronner sur des lauriers aussi frais qu'éphémères. Sa cote tomba et se brisa comme la houle électorale qu'il avait portée au plus haut. Et les choses se gâtèrent quand Nyangor Souma cessa de s'intéresser à Agora Libre, un mois après que le président élu de la République muntoulandaise fut officiellement consacré. Il avait abruptement cessé de s'acquitter du loyer du siège du journal. Il n'honorait plus la grosse facture hebdomadaire de l'impression du journal sous les presses de l'imprimerie générale du Muntouland. Les salaires des employés qui étaient payés avec beaucoup de retard, finirent par ne plus tomber du tout. Au bout de 3 mois passés sans salaire, Amari Kanté, vigoureusement secoué par Aïcha Diaga, appela le secrétariat de Nyangor Souma, au Parlement. Il n'avait jamais pu avoir le numéro de son téléphone direct, même avant qu'il ne fût élu député. Il sollicita une audience, afin d'échanger de vive voix avec le président, sur sa situation personnelle devenue très sérieusement inquiétante. Non seulement il n'avait pas vu l'ombre du logement et du véhicule qui lui avaient été promis, mais pire encore, il était financièrement exsangue. On lui répondit courtoisement que bonne note avait été prise de sa requête et qu'il n'allait pas tarder à recevoir une réponse. Mais des semaines après, il n'en fut rien, après plusieurs autres appels téléphoniques vainement réitérés. C'est alors que, de guerre lasse et complètement dans la mouise, Amari décida de faire le guet devant le Parlement, dans l'espoir de rencontrer un jour ou l'autre Nyangor Souma, le saluer amicalement, monter avec lui l'allée fleurie menant au hall de l'Auguste Temple, emprunter le même ascenseur jusqu'à son bureau présidentiel et lui réclamer posément ses droits, le respect de tous engagements à son endroit. Dans son bain, en prenant son petit déjeuner, sur la route de l'Assemblée et sur la place Sherazade, il se répétait inlassablement le discours préparé à l'intention de son employeur défaillant. Il le ressassait silencieusement, puis en le murmurant et finalement à haute voix, faisant se retourner sur lui ceux qui le croisaient. Il avait fini par péter les plombs, après avoir fait le pied de grue, du matin au soir durant 3 mois d'attente quotidienne de Nyangor Souma, sans apercevoir un seul instant l'ombre de son ombre. En fait, Amari Kanté avait abruptement basculé dans la folie, durant la première nuit qu'il fut obligé de passer dehors, à la Belle Étoile, sur la place Sherazade. Ce soir-là, après une harassante journée devant l'Assemblée nationale, il s'en était retourné à la Riviera, sans détour, comme à sa nouvelle habitude. À son arrivée à l'entrée principale de l'immeuble, il en pianota machinalement le code d'accès et poussa la porte qui résista. Il le recomposa, pensant qu'il avait dû se tromper.
Il recommença plusieurs fois de suite. Mais rien n'y fit. Son pathétique appel de détresse, par le canal de l'interphone de l'appartement, n'eut de réponse qu'un assourdissant silence. Après d'interminables et pesantes minutes d'attente, un voisin de palier qu'il avait reconnu lui permit de franchir le seuil du bâtiment. Mais il ne fut pas au bout de ses surprises. En vain, il sonna, tambourina rageusement sur la porte de l'appartement, cria le nom d'Aïcha Diaga. Elle était bien à l'intérieur. Mais elle refusa de lui ouvrir, même quand il la supplia, en pleurs comme un petit enfant perdu demandant après sa maman. Aïcha lui avait définitivement fermé sa demeure et exclu de l'infime place qu'il avait pu occuper dans son cœur. Vu la tournure que prenaient les choses, elle avait acquis la conviction qu'elle ne pouvait plus rien tirer de ce pauvre homme qui ne recevrait plus un sou vaillant du président, et qui n'en percevrait plus rien, à coup sûr. Nul contrat ne les liait. Et comble de malheur, pour lui, il avait quitté l'époque en claquant la porte, sans lettre de démission ni préavis, donc sans droit ni aucune chance d'y retourner travailler un jour. Cette femme à qui elle avait tout donné ne se voyait plus continuer à vivre avec lui, dès l'instant où, à ses yeux de mondaine, il n'avait plus ni présent ni futur. Sitôt les élections derrière elle, la putain de la République, ainsi qu'elle se plaisait à se désigner en privé, n'avait pas tardé à retourner dans les rangs du PUP comme si de rien n'était, elle avait redoublé de zèle et d'entre-gens au service des tenants du pouvoir. Apparemment, il n'avait vu que du feu dans son jeu, dans ses manœuvres et intrigues antérieures. En réalité, ils avaient tout bonnement jugé beaucoup plus judicieux de fermer prudemment les yeux sur ces écarts politiques passagers. Ils considéraient qu'elle en connaissait trop sur les mœurs dissolues et perverses des uns et des autres, qu'elle avait de trop sulfureux dossiers sur eux et qu'il valait mieux la voir avec soi que contre. Elle devait tout de même leur concéder de ne plus vivre ou encore s'afficher avec quelqu'un du camp de Nyangor Souma. Ce qu'elle avait accepté et fait, sans état d'âme. Et les ténèbres s'épaissirent dans la tête tourmentée d'Amari Kanté. Abandonné à lui-même, comme il avait abandonné ses parents et proches du temps de sa splendeur à jamais perdue, il s'enlisa dans une étouffante solitude, sur cette place Sheraza où il avait définitivement élu domicile. Par le corps et l'esprit, il avait rapidement dépéri durant les 3 derniers mois qu'il y passa. Il y avait rendu son dernier souffle, dans son habit de fête défraîchi, sur son lit en carton cramoisi, au bout d'un sombre, froid et triste petit matin de décembre.